La Bibliothèque nationale de France. Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. Claire Ganté et Marek Koenig se penchent dans cette séance sur les sources, données et témoignages de l'histoire croisée à travers l'exemple franco-allemand. Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Je m'appelle Yann Carrienteuil, je suis chargé de collection au service Histoire. Donc bienvenue à cette deuxième conférence de notre cycle « Comment écrire l'histoire aujourd'hui ? Reconstruire le passé entre faits et interprétation ». L'objet de ce cycle est de présenter et d'inviter des historiennes et des historiens à exposer leurs méthodes et leurs outils de travail aujourd'hui. Pour la conférence de ce soir, intitulée « L'histoire croisée, sources, données et témoignages d'après l'exemple franco-allemand », nous avons le plaisir d'accueillir Claire Ganté et Marek Koenig. Une manière de reconstruire le passé, c'est de questionner l'altérité, d'aller voir l'autre, de l'interroger lui, ses écrits, ses témoignages, ses archives, d'interroger sa vision de l'histoire, de son passé et parfois de notre passé commun. C'est l'une des raisons qui explique qu'il était pour nous évident pour ce cycle d'intégrer l'histoire croisée. Et donc nous sommes ravis d'accueillir nos conférencières que je vais maintenant vous présenter. Donc Claire Ganté, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université de Fribourg en Suisse. Parmi vos axes de recherche, l'histoire moderne et les circulations européennes au cours de l'histoire moderne, la guerre de 30 ans et sa conclusion, si on peut parler de conclusion avec le traité de Westphalie, l'histoire de l'Allemagne de 1500 à 1815 et des relations franco-allemandes. Je précise un sujet qui nous a beaucoup intéressé quand on a vu la publication de l'ouvrage lié, l'histoire du rêve entre 1500 et 1830. Parmi vos publications donc, une histoire du rêve, les faces nocturnes de l'âme, en Allemagne, 1500-1800, publié aux presses universitaires de Rennes en 2021. Avec Christine Lebeau, un manuel très utile pour comprendre la complexe question du Saint-Empire entre 1500 et 1800. Et vous êtes co-autrice d'un ouvrage dont je pense nous entendrons parler ce soir, Révolution, guerre, interférence, 1789-1815. Donc c'est le 5e volume de l'histoire franco-allemande que vous avez rédigé avec Bernard Struck, publié aux presses universitaires du Septentrion. Vous avez également publié Les échanges savants franco-allemands au XVIIIe, transfert, circulation, réseau, aux presses universitaires de Rennes en 2019. Parmi vos activités au sein de comités scientifiques, on peut nommer votre travail comme membre associé au sein de l'Institut moderne d'histoire moderne et contemporaine, votre travail de présidente au sein de l'Institut de la Société suisse pour l'étude du XVIIIe siècle et votre rôle actif au sein du jury de l'Agence de la recherche allemande. Et bien sûr les nombreux articles que vous avez été amenés à publier, sur lesquels je ne m'attarde pas. Marek Koenig, vous êtes directrice adjointe de l'Institut historique allemand à Paris, où vous dirigez la bibliothèque et le département des humanités numériques. Parmi vos axes de recherche, l'histoire à l'ère numérique, la guerre franco-allemande et ses interprétations, donc la guerre d'édition 70-71, l'histoire franco-allemande à la charnière du 19e, donc de 71 à 1914, et un travail aussi autour des immigrés allemands à Paris au 19e siècle. Entre autres, vous avez publié, donc, pour reprendre l'histoire franco-allemande, le volume 7, cette fois intitulé « Rivalité et interdépendance 1870-1918 » avec Élise Julien. Avec Olivier Schulz en 2019, le 19th Century Antisemitism in International Perspective, et en 2013, au sein de la revue d'histoire du 19e siècle, l'espace du politique en Allemagne au 19e, avec Heidi Merkens et Gudrun Gersmann.
Je voudrais souligner le travail que vous faites avec 2 blogs, germanophile et francophile, et plus largement votre souci du lien avec les chercheurs, des outils de travail et de la méthodologie de la recherche pour notamment évidemment bien sûr les recherches franco-allemandes. Et bien sûr, de nombreux articles. Vous êtes active au sein de différentes instances scientifiques. Le Conseil de la Bibliothèque nationale et le Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et le Conseil scientifique de la Neue Gallia Germania Judaica, donc un très beau projet que je vous invite à découvrir en ligne. Au nom de la BNF et pour ce cycle de conférences organisé en partenariat avec Denis Forêt, de professeur à Paris 1 et donc l'université Panthéon-Sorbonne, je vous remercie de votre présence. Merci aux intervenants, merci à l'équipe technique et au service des manifestations. Nous pourrons poser nos questions aux intervenantes à l'issue de cette conférence. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup Yann pour ces mots d'introduction et pour ce chaleureux accueil. Donc c'est à moi l'honneur de commencer cette soirée avec une petite introduction sur la collection Histoire franco-allemande qui était déjà évoquée. Alors c'est pas comme ça. Hop, il faut le dérouler. Là, voilà. Donc, c'est vers la fin des années 1990 que l'idée est née autour de Michael Werner et Werner Paravicini, qui était alors le directeur de l'Institut historique allemand, d'entamer un projet de publication sur l'histoire franco-allemande, une collection d'abord en 13 tomes, mais qui était réduit en 11 volumes, qui propose un panorama inédit de l'histoire franco-allemande et par conséquent aussi de l'Europe, du Haut Moyen-Âge au temps présent. Et en voici les titres et les auteurs. À l'époque, la recherche, notamment en France et en Allemagne, se penche sur les transferts, sur la comparaison, mais ces 2 approches commencent à être critiquées et on va y revenir. Et c'est le début d'une nouvelle méthode avancée par Michael Werner à l'époque, donc, qui édite avec l'Institut historique allemand cette histoire franco-allemande, et de Benedikt Zimmermann, l'histoire croisée. En quelques mots seulement, l'histoire croisée veut dépasser la vision de l'histoire de l'État-nation. En effet, dans un monde de plus en plus globalisé, donc ce n'est pas pour rien que ce concept ou méthode de l'histoire croisée est né fin des années 90. Il apparaît que nombreux phénomènes ne peuvent plus se penser à l'approche nationale, mais demandent au contraire une approche transnationale. D'une part, donc, il s'agit d'un élargissement de l'objet de l'étude. Ici, c'est géographique, donc la France et l'Allemagne pensées ensemble en partie géographique, mais d'autre part, c'est aussi le point de vue qui est croisé, qui est donc franco-allemand. Et souvent, les livres de la collection sont écrits à 4 mains par un historien allemand et un historien français, qui adoptent ensemble un point de vue croisé sur l'histoire commune et sur l'historiographie des 2 pays. La collection se fixe pour objectif de dépasser la perspective traditionnelle d'une étude limitée au rapport politique entre les 2 États. Donc, ce n'est pas une histoire diplomatique classique. Dans chacun des 11 ouvrages, les auteurs donnent une analyse d'ensemble de tous les aspects des relations entre l'espace français et allemand à travers les siècles. Donc voici les 2 tomes sur lesquels nous allons parler surtout aujourd'hui. Donc à gauche, vous voyez le tome 5, déjà mentionné par Yann, le Claire Ganté et Bernhard Struck, Révolution, guerre et interférence, 1889 à 1815, paru en 2013. Et l'image ici montre la rencontre le 2 octobre 1808 entre Napoléon, ici assis assez détendu, on peut dire, un peu à côté de la table, avec Goethe, lui, debout à gauche. Et c'est Napoléon qui voulait absolument rencontrer le célèbre poète allemand, et il se montre très impressionné par cette rencontre. L'image met à l'occurrence l'ambivalence des relations entre ennemis politiques, hein, c'est en temps de guerre, hein, et c'est les grands hommes qui se rencontrent, donc entre être repoussés et attirés à la fois. Et à droite, vous voyez le titre du tome numéro 7, donc, écrit par Élise Julien et moi-même, « Rivalité et interdépendance France-Allemagne 1870-1918 ». Et nous avons choisi, en couverture de notre livre, une image tirée de la une du Petit Journal du 14 juillet 1901.
Et cela montre l'arrivée de Henri Fournier, qui est salué par la foule berlinoise. C'est le vainqueur de la course automobile de 3 jours de Paris à Berlin. Et on note par ailleurs la participation de 2 femmes à cette course. Et l'image montre les drapeaux de la France, de la Belgique, qui est traversée par la course, et de l'Empire allemand. Je dis ça parce que le drapeau de l'Empire allemand à l'époque, c'est noir et blanc. Et l'or vient du drapeau belge. Donc, à l'époque, les manifestations sportives, en général, suscitent régulièrement des réactions ambivalentes, on peut dire, entre enthousiasme d'une amitié vécue et le nationalisme inhérent à l'événement. Et cette image montre également un élargissement des sujets traités dans la collection. Ce n'est pas une illustration politique, mais une image qui révèle de la vie quotidienne, la vie culturelle et sportive, pour être précis. Et là, je passe la parole à Claire. Merci. Alors, je vais commencer par donner un peu plus de profondeur historique au thème pour revenir un petit peu aux façons par lesquelles les historiens ont thématisé le passage d'une frontière, puisqu'il va s'agir de cette thématique. Et puis, je vais un petit peu élargir aussi le couple franco-allemand à quelques autres exemples. Alors là, si on voit un peu donc cette l'histoire de l'histoire, ou comment est-ce que l'histoire a été comprise et écrite par les historiens au cours du temps. La première référence, c'était la nation. Par la suite, la référence est devenue l'État. Après, comme Mareike l'a dit, on a mis un peu en question le seul cadre de l'État ou des relations internationales, des relations entre États interétatiques, pour des relations plus transnationales, donc soit des relations des acteurs ou alors des flux qui vont au-delà du cadre des États. Mais le point de départ, c'est d'abord la référence à la nation. Et je me contente de vous citer un très grand historien qui publiait donc autour de 1900, Albert Sorel, professeur à l'École libre des sciences politiques de Paris. Je cite son propos dans un ouvrage qui a eu un très grand succès à l'époque. Dans son objet comme dans ses procédés, cette politique résulte de la nature des choses. Arrêtée par l'océan, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, la royauté française ne pouvait s'étendre que vers l'est et vers le nord, dans les Flandres et dans les pays qui formaient, lors de l'avènement des Capétiens, les royaumes de Lorraine et de Bourgogne. Elle s'y trouva naturellement portée. La nécessité l'y poussait. Il en résulta, dès que la monarchie française fut constituée, un inévitable conflit avec l'Allemagne pour la possession de ces territoires intermédiaires, sur lesquels les 2 États prétendaient également. Guerre atroce pour conquérir, guerre acharnée pour les conserver. Cette lutte remplit l'histoire de l'Europe depuis le XVe siècle. La politique française avait été dessinée par la géographie, l'instinct national la suggéra avant que la raison d'État la conseillât. Elle se fonde sur un fait, l'Empire de Charlemagne. Le point de départ de ce grand procès qui occupe toute l'histoire de France, c'est l'insoluble litige de la succession de l'empereur. Donc vous voyez ici une référence très forte à ce cadre d'analyse qui est l'État, un État qui a une forte dimension identitaire et qui est considéré comme synonyme de la nation. Alors dans ce cas-là, bien sûr, ces relations entre États sont considérés sous l'angle de la diplomatie. On s'intéresse aux secrets de chancellerie, à la vie des grands hommes. Alors c'est précisément pour sortir de cette prédominance un peu de la chronique diplomatique, de la biographie des grands hommes, que les pères fondateurs des Annales, qui renouvellent complètement donc l'historiographie dans les années 1930 et suivantes, prônent l'étude des civilisations culturelles et matérielles dans la longue durée, au-delà donc de ce qui est dévalorisé dorénavant comme étant l'histoire bataille. L'histoire diplomatique, essentiellement événementielle, est alors une des principales cibles des Annales. Et dès 1931, elle est discréditée par un article de Lucien Febvre qui écrit après la guerre, donc ça paraît en 1956, je cite, « L'histoire, c'est la guerre. Oui, l'histoire des États. Mais dans l'histoire, il n'y a pas que des États, il y a des peuples aussi. Et l'histoire des peuples, si l'on préfère l'histoire des civilisations,
Elle postule non pas la guerre, mais la paix. Alors, cette posture, bien sûr, va avoir un grand succès. Après la Seconde Guerre mondiale, la deuxième génération des annales va là aussi discréditer cette ancienne histoire diplomatique. Néanmoins, cette relation des annales à l'histoire diplomatique n'est pas que critique, n'est pas que négative. Il s'opère en effet un grand tournant par les recherches d'un historien qui s'appelle Pierre Renouvin, qui s'intéresse à l'histoire de France et qui a lui-même une biographie qui fait sens. Il a été grièvement blessé en 1917 dans les combats de la Première Guerre mondiale. Il était dans l'armée française, donc contre le front allemand, amputé du bras gauche, vous voyez peut-être sur la reproduction, et va s'investir dans l'étude de la Première Guerre mondiale. Et dès 1931, il esquisse une sorte de nouvelle orientation dans la revue historique. Il dit que la consultation des seuls documents diplomatiques des différents pays risque de présenter un point de vue trop étroit, car ces dépêches, ces notes, ces télégraphes reflètent mal les forces qui agitent le monde. Il précise, cette formule parle dorénavant de forces profondes, et dans la grande collection Histoire des relations internationales, qui paraît dans les années 1950, il écrit que l'histoire diplomatique place au premier plan les relations entre les gouvernements et les relations entre les peuples. Donc il reprend complètement cette première citation de Lucien Febvre. Alors c'est comme ça, par ce biais-là, donc qu'on va passer d'une histoire diplomatique à une histoire des relations internationales enrichie de tout ce qui se passe, de tous les rapports sociaux, idéologiques, etc., qui se déroulent lorsqu'une frontière est franchie. Donc on va s'intéresser à l'histoire des relations entre les peuples, que séparent une ou des frontières, aux dites forces profondes, donc aux conditions géographiques, aux pressions économiques et financières, aux mouvements d'idées, aux réactions collectives, aux processus de décision politique, au rôle de l'économie, bien sûr, au rôle de l'imaginaire, enfin ce qu'on appelle l'imaginaire à cette époque-là. Alors cette réflexion trouve un aboutissement avec différents écrits que je vous ai cités. Je ne vais pas entrer ici dans le détail. On va par exemple beaucoup s'intéresser à l'économie. C'est une période où la pensée marxiste séduit un certain nombre d'intellectuels. Qui pourtant ont là aussi une réaction critique, intéressée mais critique face au marxisme. Par exemple, ces historiens que je vous cite sur la dia, notamment René Giraud, montrent que l'économie ne joue pas dans la chaîne directe des causalités de la Première Guerre mondiale et qu'elle a été plus instrumentalisée comme une arme au service des États qui sont entrés en guerre. On met aussi à cette époque, bien sûr, en valeur le rôle des opinions politiques, la diplomatie culturelle, etc. Alors, je passe au cas allemand où on a une évolution, là aussi, relativement similaire, même si on est dans un cadre d'analyse tout à fait différent. Le grand historien dont vous avez sans doute déjà entendu parler s'appelle Leopold von Ranke. Lui aussi, comme Albert Sorel, est directement lié à l'État, et dans ce cas-là à l'État prussien. Il en est historiographe. Et c'est véritablement lui qui renouvelle l'histoire au milieu et dans le deuxième tiers du XIXe siècle, en mettant fin à l'histoire de type philosophique qui existait à cette époque-là, pour fonder l'histoire sur une étude des faits, donc une étude de la critique des sources, etc. Il est donc extrêmement productif, il publie énormément d'ouvrages, et la grande question qui va alimenter ces réflexions, c'est de savoir comment se définit la politique d'un État. Et il pense que les relations d'un pays avec l'étranger conditionnent très largement la vie politique domestique.
Alors, il rédige plusieurs ouvrages, et cette question de la primauté de la politique extérieure sur la politique intérieure va bien sûr nourrir quantité de débats en Allemagne, notamment après le vécu de la période nazie. On va véritablement avoir un renouvellement de cette problématique qui était assez redondante dans les années 1970, avec une école ou un courant de pensée, disons, qui se développe à l'université de Bielefeld, très critique à l'égard de l'histoire diplomatique, donc sous l'impulsion de deux historiens, Jürgen Koka et Hans-Ulrich Wehler, qui mettent en avant les conditions internes de la société allemande. Ils disent que la société se développe d'abord elle-même. Et vont produire donc des travaux sur les processus de décision, les facteurs économiques, les forces transnationales, l'environnement, les échanges culturels, on va y venir, le colonialisme, bien sûr, etc. Alors, dans le même temps, bien sûr, l'histoire militaire est aussi considérablement renouvelée, détachée de sa fonction apologétique qu'elle avait pu avoir bien sûr dans les années 1930, et donc envisagée non plus d'un point de vue normatif, mais d'un point de vue beaucoup plus sociologique, voire anthropologique. Alors quels sont les nouveaux chantiers ? Je vous ai mis différents titres que je ne vais bien sûr pas commenter dans le détail. Alors actuellement, bien sûr, comme Mareike l'a déjà dit, le renouveau tient de notre contexte actuel. Les historiens réagissent à un contexte, le contexte de la globalisation qui met un petit peu en question le rôle de l'État dans la menée d'échanges. Et on va donc s'intéresser au mouvement à la fois par en bas, donc en deçà des structures institutionnelles étatiques, et puis aux flux globaux, au-delà de ces flux, de ces questions simplement diplomatiques. Alors, puisque mon collègue parlait de la Suisse tout à l'heure, je me permets d'élargir donc ces échanges franco-allemands par un traité de paix. On est dans l'histoire diplomatique entre la France et la Suisse. En fait, le plus grand traité de paix et d'amitié entre la France et la Suisse, qui a été signé en 1516 à Fribourg et qui a été valable jusqu'en 1798. Donc une très très grande longévité. Comme tout traité, bien sûr, c'est fait en deux exemplaires. Vous avez donc à gauche l'exemplaire français qui est écrit en latin, et puis à droite l'exemplaire suisse qui est conservé donc aux archives de l'État à Fribourg, qui a été rédigé en allemand. Alors, ce qui est tout à fait intéressant de voir, alors vous avez bien sûr tous les sceaux en bas. Vous voyez déjà que le sceau du roi, qui est le premier sur l'exemplaire suisse, est beaucoup plus grand que les sceaux de tous les cantons suisses. C'est 13 cantons suisses qui signent ensemble ce traité. Et quand vous voyez la première ligne, vous voyez que le nom du roi de France, c'était François Ier, en latin Franciscus, est beaucoup, beaucoup plus grand dans la graphie que les noms de tous ces cantons suisses. Cela pour indiquer donc un thème sur lequel les historiens travaillent, à savoir les asymétries des relations de pouvoir dans ces relations donc entre États, qui n'étaient pas véritablement prises en considération dans l'histoire diplomatique traditionnelle. Alors, si on en vient à l'échelon donc des acteurs, un peu l'échelon micro-historique, un type d'acteur n'avait pas véritablement été étudié auparavant, à savoir les femmes. Or, les femmes jouent un très grand rôle dans la diplomatie entre l'Allemagne et la France, et puis au-delà, notamment au XVIe siècle, lorsque la diplomatie n'est pas encore très professionnalisée. Les femmes jouent un très très grand rôle, d'abord dans la conclusion, bien sûr, d'alliances, les mariages dynastiques jouent un grand rôle, et même dans la conclusion de traités de paix, etc. Donc je pourrais développer plus d'exemples. Parmi ces acteurs, il y a bien sûr aussi des acteurs, notamment des nobles, qui ont parfois des relations ambivalentes avec leur seigneur. Ils ont un ethos noble, une identité noble, et cette identité ne signifie pas forcément subordination au roi de France. Et cela même, par exemple, à l'époque de Louis XIV. Alors vous aurez l'exemple, par exemple, du Grand Condé, qui est un prince du sang, donc la plus haute noblesse de France, qui va s'allier en Espagne contre la France, mais qui ne considère pas qu'il est traître
au roi de France, puisqu'il répond à son ethos aristocratique noble. On pourrait développer d'autres exemples d'espionnage. Et comme nous vivons un contexte de pandémie, je me suis dit que je pourrais vous parler un tout petit peu, parmi ces flux transnationaux, des grandes pandémies de l'époque. La dernière grande vague de peste en Europe de l'Ouest se situe à Marseille. C'est il y a exactement 300 ans, donc il y a un tricentenaire qui se joue. Et donc la peste arrive en fait par les cales d'un navire qui contiennent des rats, et les rats ont été infectés de puces. La peste, le bacille de cette peste en fait a infecté ces puces qui sont contenues sur ces rats, et ces rats vont mordre les hommes. C'est comme ça que ça se transmet, et ça vient donc des régions du Proche-Orient. De nos jours, ce serait un peu Israël, Jordanie, etc. Dans ces bateaux jusqu'à Marseille, qui était le plus grand port de France et un des plus grands ports de toute la Méditerranée. Donc en 1720. Alors Marseille réagit, bien sûr, par le confinement, 27 mois de confinement complet. Donc il y a des gardes aux portes de la ville. Toute personne qui veut sortir de Marseille sera abattue, sauf si, bien sûr, vous avez de l'argent. Dans ce cas-là, la corruption fonctionne. Ça dure 4 ans pour rouvrir la ville. Et puis, on construit un mur. Alors, vous voyez ici les différentes... Il y a des mesures de quarantaine. Il y a aussi l'équivalent du pass sanitaire, des billets, donc attestant que vous n'êtes pas infecté. Et on construit un mur pour essayer d'éviter que la peste ne se propage. Ce mur existe encore dans le Vaucluse. C'est une photographie aérienne ici. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cet exemple ? Hormis donc le clin d'œil à l'actualité, c'est parce qu'on a véritablement là affaire à un flux transnational. Et si on revient à notre cadre franco-allemand, dans les villes allemandes de l'époque, on va en 1720-1721 éditer des ordonnances relatives à la peste, parce que bien sûr on a des nouvelles de Marseille et qu'on est effrayé par ce qui se passe et qu'on veut donc prévenir toute épidémie locale de peste. Donc la nouvelle se propage, c'est aussi une question de communication. Et donc, y compris en Allemagne, on va avoir des ordonnances contre la peste. Alors dans ce contexte, donc de renouvellement extrêmement profond des relations internationales, du dépassement de l'échange entre simplement des États, de littéraires, en fait, de spécialistes de littérature que sont Michel Espagne et Michael Werner, donc en 1985, formulent la notion de transfert culturel. Alors, ils définissent ce terme de transfert, je cite, ce terme de transfert n'a pas, à l'exclusion de son emploi en psychanalyse, de valeur prédéterminée. Mais il implique le déplacement matériel d'un objet dans l'espace. Il met l'accent sur des mouvements humains, des voyages, des transports de livres, d'objets d'art et de biens d'usage courant à des fins qui n'étaient pas nécessairement intellectuelles. Il sous-entend une transformation en profondeur liée à la culture d'accueil. C'est donc la mise en relation de deux systèmes autonomes et asymétriques qu'implique la notion de transfert. Les besoins spécifiques du système d'accueil opèrent une sélection. Ils refoulent des idées, des textes et des objets qui demeurent désormais dans un espace où ils restent éventuellement disponibles pour de nouvelles conjonctures. Donc en bref, quand un objet, un bien culturel, un objet passe d'un pays A vers un pays B, éventuellement via un pays C, l'objet va être reçu et cette réception est sélective. Cette réception aboutit à une resémantisation. Le sens de ce bien change, transfère. Donc la sélection est toujours, la réception est toujours sélective. Il y a un processus de création selon bien sûr le contexte d'accueil. Parfois il y a à nouveau réception dans le pays de départ, réception en retour de ce bien transformé dans le pays cible. Alors Michel Espagne et Michael Werner sont deux littéraires. Ils voulaient en fait travailler sur la culture nationale, sur les littératures nationales qui se développent au XIXe siècle, en montrant à quel point ces littératures nationales, la littérature par exemple française, la littérature allemande, loin d'être purement nationales, en fait réagissent en miroir et par inspiration réciproque face à l'autre littérature.
Ils entendaient donc foncièrement dépasser le comparatisme. Ils disent comparer une littérature française et une littérature allemande, c'est supposer qu'on a deux blocs, le pays A et le pays B, des blocs donc clos et statiques, et qu'on peut donc comparer terme à terme ce qui se produit donc dans le pays A et dans le pays B. Ils se disent cela n'est pas possible, c'est une erreur. Il y a toujours transformation, adaptation, sélection, transformation. Alors voilà donc le point de départ, qui est un point de départ qui a été très fructueux, qui a suscité quantité de recherches. Je vous ai ici fait un petit schéma pour simplifier. Il mettait l'accent bien sûr sur les acteurs de ces transferts, les institutions mises en jeu, aussi les intermédiaires. Tout ne se fait pas de façon frontale et parfois c'est un transfert via un pays C. Voilà. Alors, cela dit, bien sûr, comme dans toute thèse, il y a eu quelques critiques. D'abord, Michael Werner et Michel Espagne avaient une approche assez polémique, notamment du comparatisme. Or, ces critiques du comparatisme, donc du caractère éventuellement clos et statique, les comparatistes les avaient déjà faites leur. Enfin, eux-mêmes ne pensaient pas en termes aussi forts, la comparaison entre deux pays. Et par ailleurs, Michel Espagne et Michael Werner, sans le dire, en fait, procèdent à des comparaisons sans cesse. Enfin, tout transfert procède aussi de comparaison. Et il y a aussi la deuxième critique, qui est une approche quand même un petit peu mécanique de ces transferts. On part d'un pays A, on arrive à un pays B, alors éventuellement via un pays C. Et parfois, les inspirations sont tellement multiples, tellement nombreuses, les acteurs sont tellement mobiles qu'on ne peut pas avoir une vision aussi claire d'un échange d'un pays A vers un pays B. Donc voilà, quelques échanges. Peut-être la dernière critique que l'on pourrait faire, c'est cette notion de culture, transfert culturel. Pour Michel Espagne et Michael Werner, la culture, c'était quelque chose qui était relativement traditionnel. C'est la haute culture, la culture imprimée, la littérature avant tout. Alors, j'enfile par quelques exemples en troisième point, et ma collègue donnera des exemples qui avanceront un petit peu dans la chronologie. Je commence tout simplement par les Lumières, donc le XVIIIe siècle, ici me concentrant sur un seul exemple, à savoir Voltaire, le grand philosophe français, et ses relations avec le roi Frédéric II de Prusse. Alors, Frédéric II de Prusse s'est mis en scène un petit peu comme le roi philosophe à Potsdam, donc dans le château qu'il fait construire en 1745, château qu'il intitule Sans souci, donc un mot d'ordre des Lumières. Il invite Voltaire, entre autres, et on parle français. À l'Académie même des sciences qu'il renouvelle, il va obliger le français, on arrête de parler en latin, on va parler en français. Et il invite donc notamment Voltaire, qui va résider 2 ans et demi à Potsdam, donc de 1750 à 1753. Fascination donc pour Voltaire, fascination réciproque aussi. Voltaire voulait quitter la France, il voulait bien sûr avoir un rôle politique, conseiller du prince, et ce qu'il ne pouvait pas avoir auprès de Louis XV. Non seulement donc Voltaire a été présent, il avait même une chambre, il y a la chambre de Voltaire dans le château de Sans Souci, mais Frédéric II a échangé avec lui quantité de lettres. À partir de 1736, on a 800 lettres échangées entre Frédéric II de Prusse et Voltaire. Par ailleurs, quand Voltaire meurt en 1778, c'est Frédéric II qui va en personne prononcer son éloge funéraire, ce qui montre l'importance, la fascination qu'avait Frédéric II pour Voltaire. Alors, Voltaire a... on le voit sur cette gravure, il a pris la plume aussi pour Frédéric II. Donc Frédéric II est debout et Voltaire est assis. Ils conversent ici et Voltaire joue un petit peu le rôle d'historiographe de Frédéric II. Il a notamment
contribué à la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle Anti-Machiavel, qui paraît donc très tôt dans le règne de Frédéric II. Voilà, donc une collaboration ici très étroite, on pourrait se dire, mais c'est un véritable transfert. Alors il y a néanmoins un point d'achoppement, c'est que Frédéric II a été tellement fasciné par la culture française qu'il a complètement ignoré, voire méprisé, les renouveaux de la culture allemande de son temps, notamment les grands renouveaux littéraires, précisément Goethe dont on parlait tout à l'heure, Frédéric II, les a complètement ignorés. Et là, est-ce véritablement un transfert quand on est complètement fasciné, qu'on adopte très largement des traits d'une autre culture, mais à tel point qu'on ignore la culture propre, là, donc on peut poser la question, en tout cas la laisser ouverte. Deuxième exemple, c'est la Révolution française. Alors la Révolution française, bien sûr, c'est un moment de politisation, notamment de politisation de la frontière commune entre la France et l'Allemagne. Les intellectuels allemands, d'abord, se fascinent pour la Révolution française à ses débuts. Pour eux, c'est véritablement une nation qui naît de principes philosophiques, une sorte d'incarnation des idéaux des Lumières, qui viennent enfin à s'incarner dans un véritable État. Une nation donc, qui naît de la liberté et de la fraternité, qui naît aussi dans cette notion d'une citoyenneté universelle, et les intellectuels, jusqu'en 1792, sont très très largement très favorables à la Révolution française. Par ailleurs aussi, dans la société allemande, il y a des mouvements paysans, un peu qui ressemblent un petit peu aux jacqueries de 1789. Alors cela change à partir de 1793, quand se développe la terreur en France, donc quand la Révolution devient très violente. Là, c'est une grande désillusion, d'autant que les Allemands présents à Paris, il y en avait beaucoup, il y a y compris beaucoup d'Allemands qui sont venus à Paris pour vivre la Révolution, dont ils étaient fascinés. À ce moment-là, sont considérés comme des traîtres à la patrie, comme des étrangers, des traîtres, et certains finissent donc guillotinés. Et le mouvement qui va se développer, ça va être précisément ce mot d'ordre d'un poète, eux et pas nous, on va se dire, mais dans le fond, il y a une histoire sur le long terme qui explique pourquoi la Révolution a éclaté en France. Et ce mouvement sur le long terme, c'est la centralisation dont on a des prémices dès le Moyen-Âge. Et cela ne fonctionne pas du tout dans l'Allemagne de l'époque, qui est un État foncièrement polycentrique. Donc une révolution n'est pas possible en Allemagne. Elle n'est même pas souhaitable. Donc les deux pays ont deux traditions politiques et historiques complètement différentes. La révolution n'est pas exportable. Alors, je prends dans ce cadre, de ce contexte général, deux exemples. On va craindre la révolution, on va craindre une exportation donc, de la révolution, notamment bien sûr en Prusse. Alors la Prusse a une histoire très, très frileuse, si on peut dire, pendant la Révolution française. Donc d'une part, pendant la Révolution française et les guerres napoléoniennes qui la suivent. Alors d'une part, il y a une défaite fondamentale en 1806 contre Napoléon. La Prusse manque de s'effondrer, la cour fuit. Et puis, donc, en 1813, les combats reprennent. Alors, il est clair que Napoléon commence à avoir de gros problèmes, et c'est une fois que les problèmes de Napoléon sont tout à fait patents, que le roi va tenter de mobiliser son peuple. Et donc, le nationalisme, ici, va être plus le produit de ces guerres qu'il n'en est une cause. L'armée elle-même va être profondément renouvelée dans ces années 1813, 1814, 1815. Mais ce qui est tout à fait paradoxal et intéressant de noter, c'est que cette armée, qui est le vecteur de la nation, l'armée prussienne, va se réformer d'après le modèle français de la nation en armes, du citoyen soldat. Donc là, il y a un transfert paradoxal, puisqu'on est ennemi, ennemi foncier, et en même temps, l'outil précis de la nation va être inspiré de l'ennemi. Deuxième exemple, le vol des œuvres d'art par Napoléon. Napoléon, quand il envahit l'Allemagne, non seulement est présent par les armes, mais va envoyer toutes sortes de commissaires réquisitionner toutes les œuvres d'art qui existaient, donc confisquées
ces biens culturels qu'il va trouver. Hein. Alors, ce qui est intéressant de soulever, c'est que les contemporains en Allemagne, dans un premier temps, trouvent ça très bien, parce que Napoléon envoie des experts du Louvre, hein, des experts qui connaissaient très très bien les œuvres d'art de cette époque. Ils vont expertiser tout ce qu'ils trouvent. Les œuvres qu'ils trouvaient étaient enfermées dans des cabinets de curiosité du prince, n'étaient absolument pas exposées au public, ou très peu. Hein. À Dresde, il y avait une galerie ouverte au public, sinon tout était complètement fermé, scellé, végétait donc dans l'ombre de cabinets que personne ne connaissait. Donc vont être expertisés, vont être apportés à Paris, où là ils sont montrés au public, hein, et donc là acquièrent une publicité tout à fait nouvelle. Et puis, donc, après 1815, après la défaite de Napoléon, vont être retournés en très grande partie donc, en Allemagne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont être considérés comme des œuvres d'art allemandes. Auparavant, on n'aurait jamais dit ça. Auparavant, c'était la collection personnelle de tel prince, prince électeur de Bavière, etc., etc. Donc, c'est par ce détournement par la France, par l'expertise, par le fait qu'on les présente au public, que ces œuvres deviennent du patrimoine, et même désormais donc un patrimoine culturel allemand lorsqu'elles reviennent en France. Donc là aussi politisation tardive après 1815 et transfert, oui tout à fait, transfert culturel, mais un transfert vous voyez complètement inattendu et absolument pas intentionnel. Donc l'aspect est intéressant à soulever. On continue dans la chronologie. D'accord, merci. Donc nous faisons maintenant un saut dans le temps, à la période qui s'ouvre avec la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et qui se termine avec la Première Guerre mondiale en 1914-1918. En France, c'est la fin du Second Empire et le début de la Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, où Napoléon s'est fait prisonnier. La guerre est prolongée par la suite par les gouvernements de défense nationale. Et également, pendant la guerre, à Versailles, le 18 janvier 1871, se passe la proclamation de l'Empire allemand avec le roi de Prusse, Guillaume Ier, en empereur. Et c'est la première fois qu'un véritable État-nation allemand existe, finalement, unifié par Bismarck dans cette guerre contre la France. Et vous voyez ici la carte de l'Europe avec la France et l'Allemagne en 1870, ce Kaiserreich, un État unifié géant qui a également annexé l'Alsace. C'est une grande partie des départements Lorraine, de la Meurthe et de la Moselle suite à la guerre. Et là, j'ai plus de retour, et vous non plus. Donc, on attend que la présentation revienne. Très bien. Je vais le jouer le moment. C'est bon. Merci. Donc, les deux pays, la France et l'Allemagne. Mais pourtant, comme pour la France, la proclamation du nouvel État Allemagne ne marque pas la fin des processus d'unification. Au contraire, les deux pays entrent par la suite dans un processus long et complexe qui tend à réaliser cet État-nation et à assurer l'intégration nationale, la négociation du régime politique respectif, d'abord la République en France, la monarchie en Allemagne, et les efforts à renforcer les sentiments d'appartenance à une communauté. Et pour ce faire, il faut unifier les conditions économiques, juridiques et culturelles. L'école et le service militaire représentent des leviers éducatifs de première importance qui touchent quasiment toutes les couches sociales ainsi que les populations féminines pour ce qui est la scolarité obligatoire. Symboles, jours de fête et une histoire officielle sont censés consolider l'idée
que l'on s'est fait de la nation et de l'État-nation face aux conceptions concurrentes. Alors que la période qui suit la guerre franco-allemande de 1870 a longtemps été considérée, si ce n'est comme le début, tout au moins comme la consolidation définitive d'une inimitié héréditaire née dès les guerres napoléoniennes, nous montrons dans notre livre, tout en nous appuyant sur des recherches plus récentes, la diversité d'interactions durables entre les deux pays. Donc rivalité et interdépendance cohabitent en permanence jusque dans la vie politique, économique, culturelle et sociale des populations, avec un équilibre et profondeur variables, bien sûr, selon les domaines. Après 1870, ni l'histoire allemande ni l'histoire française ne peuvent se comprendre sans tenir compte du voisin et de l'histoire commune aux deux pays. Cette histoire franco-allemande entre 1870 et 1918 s'inscrit dans un contexte particulier, celui des enjeux que toutes les sociétés d'Europe occidentale doivent affronter sur le chemin de la modernité. C'est la naissance de l'État-nation moderne, la démocratisation de masse et le maintien de la loyauté vis-à-vis de l'État, l'industrialisation et la révolution technique, ainsi que l'intégration sociale au sein des sociétés de plus en plus médiatisées. La presse de masse qui émerge reflète ces thèmes et est aussi en même temps un acteur. Le monde moderne évolue rapidement et radicalement. Il s'élargit, il se pense et il sévit de façon de plus en plus globale. Ce faisant, ce sont les techniques nouvelles, par exemple les chemins de fer, les bateaux à vapeur ou la télégraphie, qui permettent les interdépendances d'une ampleur et d'une intensité inédites. Pour les contemporaines, ces avancées techniques caractérisent une période de mutation rapide et les changements inéluctables, suscitant la confiance dans les bienfaits du progrès, tout autant qu'une perte de repères, un pessimisme culturel, la fameuse culture critique, et des contre-projets idéologiques. En matière politique, la coopération entre les deux pays se limite, après 1870, généralement à des ententes d'ordre pratique, comme dans le domaine de la politique coloniale ou dans la coordination pour combattre des mouvements anarchistes. Les relations politiques restent cependant irréconciliables et il n'y a aucune visite officielle, par exemple, d'un chef d'État chez le voisin. Car ce qui est un tabou en France représente pour l'Allemagne la condition nécessaire d'un rapprochement, c'est la reconnaissance définitive de la paix de Francfort et de la perte de l'Alsace et Lorraine. Cette blessure de 1871 empêche toute réelle politique d'alliance ou d'entente entre les deux pays. Par contre, en dehors de la politique, les interactions, les échanges et les coopérations sont parfois très avancées. Ainsi, au tournant du 19e et 20e siècle, d'intenses relations économiques et financières se développent à l'échelle franco-allemande comme à celle du monde. Malgré la politique des droits des douanes, l'orientation partiellement complémentaire des deux économies nationales génère une évolution positive des relations financières et commerciales franco-allemandes. L'Allemagne, surtout orientée vers le capitalisme commercial et industriel, fait ainsi face à une France davantage orientée vers le capitalisme financier, même si les deux économies ont tendance à s'harmoniser au début du XXe siècle. Dans l'industrie lourde, par exemple, les deux pays se trouvent dans une dépendance réciproque des matières premières. Alors que l'Allemagne doit importer à grande échelle du minerai de fer pour sa production d'acier, l'industrie lourde française doit importer du coke et du charbon. Des entreprises comme Hoechst, Bayer et BASF en passent de devenir des multinationales, acquièrent des usines chimiques françaises afin de réaliser la fabrication de leurs produits en France et d'éviter ainsi d'avoir à payer des droits de douane. En France, on s'intéresse aux mines de charbon, mais aussi au marché d'exportation allemand pour les produits agricoles, des matières premières, la muraillerie, les textiles, l'industrie du luxe et les produits coloniaux. Sur le territoire allemand, les entreprises françaises sont surtout implantées en Alsace et Lorraine, qui comptent au total 192 entreprises détenues par des Français, mais on les trouve également à Berlin, à Hambourg et à Leipzig. Il reste que, dans l'ensemble, les entreprises allemandes sont plus présentées en France que les entreprises françaises en Allemagne. Cela vaut également pour la migration individuelle de travail. Commerçants, ouvriers qualifiés ou non, enseignantes et gouvernantes domestiques s'installent dans la capitale française, la plupart du temps pour une durée limitée à quelques années. Les voyages d'affaires
ou des prospections commerciales ne sont pas rares non plus. Ils comprennent parfois une activité d'espionnage industriel. Globalement, les études françaises sur l'économie allemande sont à l'époque sensiblement plus nombreuses que les études allemandes consacrées à la France. Parallèlement aux relations commerciales, les relations financières connaissent un essor au début du XXe siècle. L'excédent de capital disponible en France et les besoins importants de capitaux en Allemagne se complètent. Après la Grande-Bretagne, la France fait partie des bailleurs de fonds les plus importants au monde. À l'inverse, l'Empire allemand manque de capitaux pour soutenir l'engagement international des entreprises du pays, politiquement souhaité dans le cadre de sa Weltpolitik en début du XXe siècle. Les entreprises privées ont besoin des relations financières globales efficaces à un tel point que le banquier Karl Fürstenberg parle d'associations naturelles incompatibles avec une politique économique nationalisée. L'impérialisme économique croissant des grandes puissances implique des investissements qui concernent en priorité les infrastructures, donc le transport, les travaux publics et les mines, ainsi que les obligations d'État que vous voyez ici. Le nombre de projets impérialistes réalisés conjointement par des banques allemandes et françaises est important. Entre 1890 et 1905, les banques des deux pays investissent environ 5,5 milliards de francs dans les fonds communs, souvent avec des banques britanniques ou américaines. C'est dans les Balkans et en Turquie que les intérêts s'avèrent particulièrement interdépendants, même si les stratégies politiques ne coïncident pas toujours avec les intérêts de sa haute finance. La construction du chemin de fer de Bagdad fournit un exemple. Le gouvernement français est hostile à la participation de banques françaises. Mais celles-ci trouvent un moyen de poursuivre leur participation financière même après février 1914. Des fonds français continuent à être injectés dans le projet, en partie dissimulés avec l'aide de la Deutsche Bank, car pour cette dernière, le principal adversaire au sein de l'Empire ottoman ne vient pas de la France, mais de l'Allemagne. Donc c'est la Deutsche Orientbank qui est une filiale fondée sur place par la Dresdner Bank. Dans d'autres régions, les contacts économiques entre la France et l'Allemagne sont plus conflictuels, bien sûr. Il existe une rivalité industrielle en Bulgarie où Krupp et Schneider sont en concurrence pour des commandes de biens d'équipement militaire en 1904. Et puis, évidemment, au Maroc, le gouvernement français s'oppose en 1909 à l'attribution des concessions à des entreprises allemandes pour la construction du chemin de fer, malgré un accord international concernant l'ouverture économique du pays. Il y a d'autres exemples pour une interdépendance entre la France et l'Allemagne avant 1914. De nombreuses villes en France et en Allemagne peinent à faire face à la croissance foudroyante de la seconde industrialisation et aux poussées migratoires qui l'accompagnent. Des conditions de vie souvent calamiteuses sont marquées par la pollution et les risques sanitaires liés aux entreprises industrielles. Mauvaise hygiène, logement insalubre, cortège de maladies comme le choléra, le typhus et la tuberculose, avec la mortalité élevée qui en résulte, suscitent des critiques véhémentes des médecins, urbanistes, scientifiques et hommes politiques. Tout comme l'urbanisation et ses conséquences, ces débats sont un phénomène à la fois européen et mondial. Au sein de l'Empire allemand, le fort développement des villes et la rapidité de la croissance démographique font qu'ils ont mené avec plus d'obstination et une vision plus biologique de la société qu'en France ou en Grande-Bretagne à la même époque. Jusqu'en 1914, la planification des villes et la construction des logements connaissent d'importantes évolutions. D'abord en Allemagne, dès les années 1880, en raison d'une urbanisation plus forte, puis un peu plus tard en France. Les urbanistes constituent dès lors une communauté internationale qui va dans les échanges d'idées et d'expériences visant à promouvoir les progrès sociaux, les moyens de surmonter les rivalités nationales. Leurs échanges portent en particulier sur le domaine de l'architecture, de la conception de voies de communication et d'espaces verts, ou sur la mise en œuvre des mesures d'hygiène comme l'assainissement des logements et l'installation d'égouts. Ils donnent lieu à des congrès internationaux, des séjours d'études et des visites de villes, des projets de recherche transnationaux, des publications dans les revues spécialisées, des expositions, et débouchent même parfois sur la création d'associations internationales. Dans leurs interventions à l'occasion de congrès nationaux, architectes et urbanistes se réfèrent
aux problèmes et aux solutions discutées dans d'autres pays européens. Ainsi, en 1910, la Städtebauausstellung, donc l'exposition d'urbanisme de Berlin, où sont présentées les propositions pour le concours du Groß-Berlin, connaît un retentissement international et sert de modèle au concours de Grand Paris qui doit avoir lieu en 1919. C'est un architecte français, Léon Josely, qui décroche par ailleurs le 2e prix du concours berlinois. Dans leurs écrits, les théoriciens français et allemands se réfèrent aux idées du pays voisin en matière d'urbanisme et de voirie, quoique les publications anglaises jouent un rôle au moins équivalent. Le musée social promeut en 1896 et 1897 des voyages d'études en Allemagne et en Italie afin de faire connaître les organismes locaux des crédits coopératifs. En 1912, les communes du département de la Seine suivent l'exemple de la ville de Francfort en matière de répartition des terres. Sous influence de tensions entre imitation et rejet du voisin, ces modèles trouvent une nouvelle expression hybride, nationale et locale. En retour, irrigue à nouveau le pays qui l'a inspiré. Mais au-delà de la volonté de coopération et d'échange se manifestent aussi les critiques et le rejet à l'égard du style architectural du pays voisin. En Allemagne comme en France, des architectes nationalistes militent pour le rejet des styles étrangers et la préservation des traditions nationales et locales. Les plans d'agrandissement mis en œuvre par les Allemands en Alsace-Lorraine, en particulier à Strasbourg et à Metz, sont fortement critiqués en France. À l'inverse, les boulevards parisiens suscitent le rejet des architectes et des urbanistes allemands qui préconisent la conservation des ruelles moyenâgeuses des centres-villes. Tout aussi complexes sont les relations franco-allemandes en matière de culture, des sciences et du sport, faites d'attractions et de compétitions. Autour de 1900, on assiste à un accroissement des échanges internationaux dans l'industrie des divertissements grâce aux tournées, aux traductions et aux comptes rendus dans la presse. Annonces et critiques de journaux et revues informent les lecteurs de l'offre culturelle des autres villes. Dans un article sur Berlin, écrit pour La Revue en 1902, Guillaume Apollinaire souligne la popularité de la littérature et du théâtre français, presque aussi souvent joué à Berlin que le théâtre allemand. De célèbres actrices françaises comme Sarah Bernhardt ou Jane Harding sont invitées à jouer devant le public berlinois, auquel elles donnent aussi un aperçu de la dernière mode parisienne. La vie musicale, en particulier, présente un caractère international marqué, car la circulation de partitions, paroles et livrets s'ajoute celle de chefs d'orchestre, musiciens, cantatrices et chanteurs, sans oublier celle des instruments de musique. Cela vaut aussi pour les mélodies et ritournelles à succès. Ainsi, quelques semaines à peine après sa sortie, la populaire chanson de rue berlinoise Comme Caroline de 1898 est reprise en polonais dans les rues de Varsovie, puis fait florès à Paris sous le titre Viens Poupoule. Reste à savoir si le public français a conscience qu'il s'enthousiasme pour la mélodie d'un compositeur allemand. Les barrières linguistiques ont a fortiori moins d'importance dans les événements sportifs, les spectacles à sensation, les représentations des magiciens ou d'illusionnistes. On en a la parfaite illustration avec Buffalo Bill, dont les tournées associant chevauchés de cow-boys et indiens et numéros de tir déplacent les foules à travers toute l'Europe à la fin du XIXe siècle, puis de nouveau de 1902 à 1906. Les droits pour l'apparition en feuilleton de ces aventures sont commercialisés sur le continent par l'éditeur Eichler de Dresde, qui écoule ses publications avec succès jusqu'en France. Les nouvelles musiques américaines comme le ragtime et le jazz ou les danses telles les one-step et les foxtrot sont aussi appréciées en France qu'en Allemagne. Le tango est importé d'Argentine à Paris, puis se propage à Berlin, Vienne et dans beaucoup d'autres villes d'Europe, où il fait l'objet d'une véritable fièvre dans les années 1912-1913. Sa diffusion se fait au prix d'une francisation et son arrivée dans l'Empire allemand sous le qualificatif de danse française contribue de façon décisive à son rejet par le cercle de la bonne société. Ainsi, l'empereur Guillaume II interdit à ses soldats de s'adonner à cette danse en uniforme, ce qui ne manque pas de provoquer les railleries de la presse française. Hormis cette bataille du tango entre Paris et Berlin, les compétitions de danse internationales comme celle de Baden-Baden en 1913 sont aussi des lieux d'émulation et de rencontres franco-allemandes.
Tout comme la presse et la littérature, les fêtes et les spectacles ne sont pas exempts de contenu nationaliste. Chansons et musique sont mises au service de la mobilisation patriotique des masses, notamment lorsqu'elles célèbrent les héros nationaux. Créée en 1882, la chanson germanophobe « Le fils de l'Allemand » reste longtemps l'une des préférées du public français. En Allemagne, le pauvre coq français est l'objet de moqueries dans de nombreux refrains. Ces exemples montrent que l'internationalisation touche avant tout les structures des échanges culturels, alors que les représentations et d'autres grilles de lecture demeurent nationales. Le cinéma, les expositions universelles, dont 3 organisées en France et aucune en Allemagne, entre 1870 et 1914, sont, tout comme le sport, les Jeux olympiques, l'occasion de rencontres et d'échanges internationaux. Et c'est vraiment juste un aperçu. Le rapprochement et les coopérations caractérisent ici aussi la société civile, par exemple au sein du mouvement féministe international et dans les courants réformateurs. L'Église catholique organise des pèlerinages communs et, exactement comme les anticléricaux, crée par l'intermédiaire des publications et des traductions un fonds commun transnational de textes et d'images qui viennent appuyer ses propres convictions. Et puis, il y a l'exemple beaucoup plus connu de l'artiste, des socialistes, de la haute culture, des sciences, des mouvements littéraires divergents, marqués à la fois par la concurrence et une coopération internationale croissante. Même pour des sujets comme le nationalisme et l'antisémitisme, on voit une troublante simultanéité entre images hostiles réciproques et transfert de représentations et d'idées. Et j'ai choisi ici donc de vous présenter ces 3 parties entre économie, urbanisme et culture de masse parce qu'ils sont le moins connus. À travers ces exemples, nous voulions montrer que l'entrelacement des perspectives met en évidence de nombreux fragments de l'histoire commune franco-allemande. Chacun a bien sûr sa propre signification et ils sont parfois difficiles à intégrer dans un ensemble cohérent. Le regard croisé fait souvent apparaître des relations encore plus complexes que ne le révèle une histoire nationale devenue elle aussi davantage pluraliste. Dans le même temps, cet enchevêtrement et les contradictions constituent une chance, celle de rendre à la période sa diversité riche de multiples tensions et son ouverture. Et là, on vient à notre 4e partie. Oh, pardon. Oups. Alors, je reprends un tout petit peu la parole pour suggérer, d'après donc cette période et cette historiographie que nous avons esquissée, quelques enjeux, quelques problèmes, éventuellement quelques pistes de recherche. Alors, vous l'avez bien compris, il s'agit véritablement de dépasser les cadres nationaux. L'histoire franco-allemande n'est pas l'histoire de la France plus l'histoire de l'Allemagne. C'est quelque chose d'autre. Voilà, c'est l'histoire d'entrecroisement, d'entrelacement qui font sens, qui sont créateurs de dynamiques ou destructeurs parfois, tout dépend de la perspective que l'on voit. Alors précisément, le premier point, c'est que quand on fait une histoire des transferts, on est foncièrement très optimiste. Enfin, on vit d'ailleurs à l'ère de l'amitié franco-allemande. Enfin, pour nous, tout ça, cela va de soi. Et il va de soi qu'un transfert, pour nous, c'est toujours quelque chose de foncièrement positif. C'est un accroissement de culture par le biais d'échanges, etc. Enfin, foncièrement, ce serait en tout cas la perspective que l'on pourrait avoir. Or, ces transferts ne sont pas du tout toujours optimistes. Enfin, l'historien, de toute façon, essaye de rester neutre face à ses sources et à ses analyses. Mais il y a ce problème que, quand on parle de transfert, on suggère, en tout cas, une approche un petit peu positive d'échange. Et que ça n'est pas toujours le cas. Alors, on pourrait multiplier les exemples, peut-être que ma collègue vous parlera de l'antisémitisme ou de ces thèmes qui font mal, et qui sont aussi le résultat de transferts. Alors moi, je prends un exemple qui fait un petit peu moins mal peut-être. L'exemple d'une dame, la princesse palatine, c'est comme ça qu'on l'appelle en France. En Allemagne, on l'appelle Lieselotte von der Pfalz, donc Elisabeth Charlotte du Palatinat. Qui est donc qui naît à Heidelberg, donc
au bord du Rhin, de la famille de Wittelsbach, et qui épouse en 1671 le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, donc le frère cadet de Louis XIV. Alors pour ça, elle a dû se convertir du calvinisme au catholicisme. Bon, ça lui fait un petit peu mal, mais elle le fait. Alors elle arrive à la cour de France, elle est duchesse d'Orléans dorénavant, elle a le titre de Madame, et elle est l'un des principaux personnages de la cour de France. Alors, il y a des coteries, le début sont difficiles, néanmoins se développe une véritable amitié avec Louis XIV. Elle aime les parties de chasse, elle aime le grand air, et Louis XIV aussi. Donc, ils s'entendent, les deux. Voilà, alors ils s'entendent, bien sûr, jusqu'au moment où Louis XIV lance des guerres, et notamment des guerres contre le Palatinat, contre sa patrie maternelle, contre son lieu de naissance, la dévastation du Palatinat dans les années 1693-1694. Et là, elle est complètement déchirée, mais véritablement déchirée. Alors, elle a écrit 60 000 lettres, donc c'est une personne qui a une très belle plume, et on peut très très bien voir donc cette personnalité déchirée. Et là, on ne peut plus parler de transfert, on ne peut pas plus véritablement parler d'histoire croisée. C'est une histoire qui est l'histoire d'un déchirement intérieur, que cette histoire franco-allemande de la princesse palatine. Alors le deuxième point, je l'ai déjà suggéré, c'est que l'histoire, en tout cas des transferts culturels, a un côté un petit peu mécanique. Certes, ça n'est pas A plus B, mais c'est A vers B, avec donc des transformations. Alors, parfois, les échanges confortent des préjugés aussi. L'échange ne produit pas forcément de nouveaux savoirs, mais parfois conforte de l'ancien. Et j'emprunterai une idée à Françoise Waquet, qui a travaillé sur les relations entre l'Italie et la France. Alors elle montre que bien sûr, la grande nation, ou le grand pays, pour éviter ce terme de nation, le grand pays qui est considéré comme incarnant un peu un pays universel, à la Renaissance, c'est l'Italie, ça c'est clair. Et au XVIIIe siècle, la France se sent investie de ce rôle universel. Donc les relations sont inversées entre la France et l'Italie. Et les Français qui vont en Italie au XVIIIe siècle, il y en a encore beaucoup, parce que l'Italie est un lieu de très grande érudition, de très grande science. Ces Français, ils vont avec leurs préjugés de langue universelle, de pays universel, etc. Et le voyage, auquel tous se plient, ce voyage ne crée pas véritablement de l'échange, ne crée pas véritablement de nouveaux savoirs. Alors, troisième point, bien sûr, quand on parle d'histoire croisée ou d'histoire franco-allemande, on suppose néanmoins qu'il y a des repères identitaires. Alors, bien sûr, c'est très très difficile de dire ce qu'est une identité nationale. Les identités nationales sont fluides, sont complexes, sont malléables. Sont instrumentalisables aussi par la suite. Et si on revient un petit peu à la période précédente qui est la mienne, à savoir le XVIIIe siècle, bien sûr, là, les identités sont des identités linguistiques, culturelles, en partie confessionnelles, que tout cela se cumule. Donc ces identités sont extrêmement complexes. Par exemple, quelqu'un qui vivrait dans ce qui est actuellement le sud-ouest de l'Allemagne penserait vivre dans une sorte de communauté qui regroupe en très grande partie la Suisse, qui regroupe aussi toute l'aire de Mulhouse, etc. Enfin, il y a une communauté de culture à cette région qui va au-delà donc des frontières politiques. Par ailleurs, les personnes à cette époque-là sont très mobiles et il est parfois très difficile de dire il a une entité, par exemple un Allemand qui vit en France et qui a écrit un Français qui vit en Allemagne. S'agit-il ici de transfert? Il est évidemment difficile de parler de cela quand les personnes elles-mêmes, les acteurs, sont extrêmement mobiles et en contact avec quantité de personnes dans beaucoup de pays. Alors, pour aller un petit peu au-delà, des historiens se sont dit on va lancer un nouveau mot. Alors, c'est un mot qui est très à la mode, à savoir les circulations. Qui est un mot évidemment beaucoup plus fluide que le terme même de circulation l'indique.
Le terme de transfert avait le grand intérêt de suggérer la transformation par le biais de l'échange, hein, même s'il avait ce biais un petit peu mécanique. Hein. Alors les circulations, elles, sont beaucoup plus fluides, mais évidemment, ce terme, une fois lancé, il s'agit de savoir ce qu'on va mettre sous ce terme, hein, de circulation. Donc c'est un grand débat dans lequel je ne peux pas véritablement entrer. Et puis, bon, pour ce qui est de la méthode, bien sûr, vous avez vu, il n'y a pas de méthode en tant que telle. Hein. Les transferts sont plus une perspective sur un sujet historique qu'une véritable méthode. Et la façon de choisir un cadre chronologique, alors dans cette histoire franco-allemande, ce cadre était imposé par l'éditeur. Moi, j'avoue qu'avec mon collègue Bernhard Struck, avec qui j'ai travaillé, nous avons protesté en disant que ces bornes chronologiques ont un sens seulement politique et non pas, par exemple, scientifique ou culturel. Hein, mais le choix de la tranche chronologique fait du sens, produit du sens en lui-même. Hein, et parfois, quand vous avez une tranche chronologique étroite, vous vous dites il y a véritablement un transfert, mais quand vous élargissez la tranche chronologique, vous voyez que ça fonctionne de façon complètement différente. Hein. Donc voilà, le transfert est lui-même aussi un petit peu une construction de l'historien qui doit être extrêmement attentif donc à sa méthode, à la façon de poser son problème et à ses outils, hein, aux outils intellectuels qu'il manie. Oui, donc je continue avec les problèmes, les enjeux. Donc, un autre défi, c'est bien la conditionnalité de sa propre position d'observateur, la langue, la terminologie, le système de référence culturelle, bien sûr. Et avec ça, la question, est-ce qu'un point de vue franco-allemand est vraiment possible ? C'est en écrivant, on se rend compte qu'il y a une difficulté d'adopter un point de vue croisé franco-allemand, enfin juste soit toute seule. On est influencé évidemment par sa propre culture, la culture académique, c'est ce qui est plus proche de soi. Moi, j'ai grandi en Allemagne, je suis allemande, donc j'habite en France depuis 20 ans, mais j'ai une connaissance beaucoup plus approfondie de l'histoire de mon propre pays, de sa culture. Et c'est beaucoup plus ancré dans l'enseignement scolaire, dans la vie quotidienne, les médias. Alors, comment on peut y échapper ? Et penser dans une langue et dans une tradition scientifique possède aussi un effet sur la production d'un texte, sur la présentation d'un sujet. On remarque cela au plus tard dans la traduction. C'est tout inconsciemment, par exemple, on place son propre pays d'abord. Alors, on dit en allemand Deutsch-Französische Geschichte, en français, on dit franco-allemand. Et donc, sa propre nationalité est toujours mentionnée en première. On a vu aussi dans le sommaire qu'on a créé avec Élise, c'était parfois difficile. Et dans le livre, on essaye de varier. On parle d'abord de l'Allemagne et puis de la France et vice-versa. Mais ça reste une difficulté. Et même là, en le relisant, parfois, ça fait bizarre d'entendre d'abord l'Allemagne et pas la France dans sa version française. Et puis, la traduction. Alors, Élise Julliat, elle a écrit en temps pressant. Comme on écrit en français, moi en passé. Donc pour la traduction, ça c'est une partie de la collaboration, il fallait donc que la traduction transpose aussi les phrases pour ne pas avoir une rupture entre les deux parties. Et la capture d'écran que vous voyez ici, c'est la conclusion qu'on a rédigée. Moi, j'écris en allemand et Élise Julliat en français. Et donc, les parties qui sont highlightées là en jaune, c'est le français que Élise Julliat a écrit. Et c'est comme ça on a parlé et on a discuté. Donc, le mail qu'on a échangé ou quand on s'est parlé au téléphone, moi, je parlais en allemand parce que comme ça, je pourrais être beaucoup plus précis qu'en français. Et puis, en sachant qu'elle comprend tout ce que je dis, puis elle me répond en français. Et jusqu'à aujourd'hui, on se parle comme ça quand on se croise. Donc, je lui parle en allemand et c'est un plaisir pour moi. C'est beaucoup plus facile. Et elle me répond en français. Alors, donc, le but de ce livre, ce n'était pas une simple traduction, évidemment, mais il fallait que ce livre s'insère complètement dans l'autre cadre historique, dans ces structures de pensée et dans la langue. Et c'était souvent difficile avec trouver une bonne traduction ou la traduction pour des concepts de l'époque, mais aussi des concepts de l'historique, donc, comme par exemple le régime personnel de Guillaume II. Comment le traduire ? Souvent, ça n'a jamais été traduit. Il fallait trouver quelque chose qui correspond.
Pour les historiographies, alors, il s'agit de faire dialoguer les deux historiographies qui sont très différenciées sur cette période, non seulement allemande et française, mais aussi anglo-américaine. Les différents thèmes n'ont pas toujours suscité un intérêt comparable dans les deux pays et ni donné lieu au même éclairage thématique. Donc un traitement symétrique n'est pas toujours possible si on se base sur ce qui a été fait par la recherche. Mais par contre, ces disparités donnent un aperçu intéressant des différences entre les thèmes, les sujets, les traditions scientifiques dans les deux pays et renseignent aussi sur le domaine des recherches encore peu explorées à ce jour. C'est par exemple le cas de la politique extérieure de la Troisième République des années jusqu'en 1890, donc le début de sa politique extérieure. Il y a pour l'Allemagne, pour la politique extérieure de Bismarck, il y a un Himalaya de textes qui étaient publiés, mais pour la France, peut-être 5-6 livres seulement sur cette période, parce que la France était isolée en Europe. C'était la seule république, elle était entourée des monarchies, donc il y avait une marge de manœuvre assez limitée, et donc ce n'était pas beaucoup recherché actuellement. Donc si vous cherchez un sujet de recherche, je vous conseille de regarder peut-être cette période-là. Un autre exemple, c'est le pacifisme. C'était un mouvement fort en France à l'époque, avec quelques 100 000 personnes qui s'engageaient. Mais en même temps, c'était un mouvement mal vu en France, car pour garder la paix, les pacifistes étaient prêts à renoncer à l'Alsace et la Lorraine. Or, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu de recherches sur le mouvement de pacifisme en France. Il y en a, mais très peu. Pas contre l'Allemagne. Le mouvement avait quelques 10 000 personnes seulement, donc un dixième. Mais le pacifisme est très bien étudié aussi, probablement parce que c'était le mouvement opposite au militarisme qui lui aussi est très bien recherché parce qu'on sait ce que ça a donné par la suite. Pour les limites de l'approche franco-allemande, il faut aussi noter les limites. Il y a certains thèmes qu'on ne peut pas aborder dans un cadre exclusivement bilatéral. Certains transferts, certaines évolutions se fassent sur le plan régional aussi, de manière transfrontalière, ou encore dans un contexte européen ou impérial et global. Ainsi, les sujets comme la politique extérieure, étrangère, le colonialisme, mais aussi le pacifisme et la Première Guerre mondiale, évidemment, nous avons donc choisi pour une ouverture de la perspective franco-allemande, pour avoir une perspective multilatérale. En matière d'histoire coloniale, par exemple, la Grande-Bretagne jouait un rôle beaucoup plus important pour la France que l'Allemagne. Et bien, toujours est-il, pour la période à partir de 1870, comme j'ai dit en début, cette perspective franco-allemande apparaît particulièrement légitime, car si la présence du grand voisin s'ancre dans les consciences, et c'est pour des décennies, c'est en raison de la guerre 1870 et 1871, mais aussi pour cette fondation des États-nations. Donc pour la première fois, parmi les 11 volumes qu'on a vus tout à l'heure, il y a un cadre géographique très précis pour les deux pays, il y a aussi ce cadre politique, même si c'est uniquement le cadre et pas du tout le sujet qu'on traite dans les livres. L'histoire croisée en tant que lien spécifique entre position d'observateur, objet et point de vue peut en effet produire des nouvelles connaissances. En 1914, par ailleurs, a vu le jour le tome 1 d'un projet similaire sur l'histoire germano-polonaise. Mais pour l'instant, il n'y a que ces deux couples de pays, donc la France et l'Allemagne, et la Pologne et l'Allemagne, à ma connaissance en tout cas, sur lesquels on a entamé l'entreprise d'écrire une histoire croisée. Et je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.